nous allons commencer ce panel. Je vais demander aux panélistes de se représenter, peut-être, en commençant par Dr Souberou Oseni. Chers collègues, bonjour. Bonjour, chers professeurs, bonjour, chers tous. Je pense que la présentation est faite. Oseni Souberou, actuellement, je travaille sur un projet de gouvernement qui est la construction du musée des rois et des Amazones du Tambourin à Abomey. Et comme l'a dit la présentatrice tout à l'heure, avant j'étais en service à l'école du bâtiment africain pendant presque 13 ans. Voilà, je crois que je suis également passionné de l'audiovisuel et du cinéma pour l'avoir pratiqué, continuer de le pratiquer comme discipline artistique. Voilà, nous sommes ici à l'université, un temple de savoir et de réflexion, et je voudrais juste que ma présence ici apporte un plus à ceux qui vont suivre de l'animation future. Merci. Je vous remercie déjà pour l'opportunité. Alors aujourd'hui, pour revenir un peu sur moi, mon expérience en tant que délégué général du Festival international des films identitaires et solidaires de Niki, il faut dire que déjà en termes de patrimoine, c'est ce qui nous a motivés déjà à penser ce festival. Parce qu'on sait, avec mon expérience de journaliste, animateur de l'émission 100% Cinéma, ça fait 10 ans que j'anime cette émission. J'ai vu plusieurs personnes défiler, j'ai vu plusieurs cinéastes d'ici et d'ailleurs. Et de tout ce que nous avons pu développer comme sujet d'échange, de discussion, la valorisation de tout ce qui tourne autour de la culture, de nos patrimoines, des arts, sont revenus plusieurs fois. Donc cette valorisation, on ressent ça à travers les films que les cinéastes que je reçois proposent très souvent, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, l'Occident et ailleurs. Et revenant sur le Festifis, il faut dire, nous avons voulu partager tout ce qu'il y a comme patrimoine dans le nord du Bénin, notamment en milieu Batonou, parce que moi je suis originaire de ce milieu-là, je suis Bariba. Parce qu'on a vu depuis plusieurs années que je recevais des cinéastes, on n'a pas vu des cinéastes de ce milieu, on n'a pas vu des films qui retracent les réalités de ce milieu-là. Le royaume de Niki a été fondé par Simon Doboudia, qui est un prince. Ils sont venus du Nigeria, mais les origines, ce n'est pas le Nigeria, ils sont venus pour d'autres de l'Éthiopie. Donc, ils sont venus, mais ils sont rentrés à Niki par le Nigeria. Et ils se sont installés, ils ont eu à fonder ce royaume-là, qui par la suite s'est développé et a eu d'autres embranchements vers d'autres localités, Kwandé, Kérou, Parakou et Kika, un peu partout dans la partie septentrionale. Et ce royaume a laissé aujourd'hui des vestiges et continue de marquer son temps à travers, bien sûr, tout ce qui a été développé et continue de se développer. Donc, en termes de patrimoine déjà, si on prend l'histoire de cette localité-là, c'est une richesse qu'il faut forcément essayer de mettre à la face du monde à travers, bien sûr, le cinéma. À tout ce qui est vestimentaire, parce qu'en milieu Batonou, quand on parle du taco, le pain tissé, c'est une réalité et c'est ce pain tissé-là qui permet d'identifier les classes sociales. Quand vous prenez la classe sociale dont moi je suis issu, les Wassangari, qui sont les princes Bariba, il faut dire que ces princes, ce sont ceux-là qui s'habillent par le passé en tissu taco. Et sont ceux-là qui sont reconnus ainsi. Mais aujourd'hui, avec le brassage, avec l'interpénétration, on a pu tout simplement, on a permis à tous ceux-là qui sont d'autres ethnies, qui partagent le milieu Bariba avec le peuple Wassangari, de s'habiller également de la sorte. Alors, quand on prend la caste des griots, il faut reconnaître qu'il y a également plusieurs spécificités à ce niveau-là. Parce que les griots, ils sont très bien représentés dans la société Batonou et ça représente un vrai patrimoine pour notre culture.
Alors, les griots, il y en a qui utilisent les tam-tams, il y en a qui utilisent les trompettes. Il y a plusieurs types de griots. Je crois que cela doit pouvoir susciter, en tout cas, l'envie d'aller découvrir et de penser, pourquoi pas, des projets de films à ce niveau-là. Mais malheureusement, on a été victime de ce que vous savez, tout ce qui est traite, ce qui nous a arriérés. Alors, je laisse le volet de Soumarou Paulin Vieira. Je reviens ici au Bénin. Paul Abikalou, je crois c'est bien ça, Pascal Abikalou, merci, il a été le premier cinéaste béninois, avec plusieurs films. Il a eu affaire sous le signe du Vaudou, qui est le premier long métrage béninois réalisé. C'est un bon film, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé du Vaudou. Il a montré que le vaudou, c'est quelque chose qui est en nous. Et le vaudou, qu'on le veuille ou non, nous sommes nés avec. Et quelle que soit notre croyance aujourd'hui, c'est en nous, on ne peut pas s'en départir. Et Sylvestre Amoussou, qui dans ses films également, essaie de ressortir tout ce qui touche au patrimoine, au Bénin. Vous voyez, tout ce qu'il met comme costume, il essaie de valoriser l'habillement. Il essaie de montrer, de paraître vraiment un vrai Béninois. Voilà. Non, j'ai été contacté pour animer ce panel, ce petit rendez-vous de donner de recevoir avec vous. J'étais un peu inquiet et mon inquiétude réside dans le fait que je serai devant un parterre de personnalités, des gens qui sont déjà du métier et qui font déjà beaucoup de choses, et que la jeunesse sera absente. Ma crainte a été dissipée tout à l'heure quand j'ai vu que devant moi, il n'y a que la jeunesse qui veut l'écouter, et c'est à eux que je veux m'adresser. Parce que justement, aujourd'hui, quand on parle du patrimoine, le lien entre le patrimoine et le cinéma, est-ce que je dirais qu'il y a un lien? C'est que c'est quelque chose qui est... on ne peut pas le dissocier. Parce que quand je prends le patrimoine et que je veux peut-être survoler rapidement, c'est d'abord, je vois notre manière de s'habiller, notre manière de préparer nos mets, notre manière de nous adresser la parole, je dirais même notre manière de construire nos maisons. Ça, vous savez, aujourd'hui, la plupart des architectes, je dirais africains, puisent leur histoire, leur essence de la manière dont on construit de manière artisanale avant d'arriver à un plan beaucoup plus amélioré. Notre manière de danser, notre manière de chanter, de tout ce que nous faisons, je dirais même, et ça je fais rire souvent aux gens pour dire, mais notre manière de nous aimer, tout ça là constitue notre patrimoine. Et si ces aspects constituent notre patrimoine, comment est-ce que nous les intégrons dans nos réalités? Et justement, c'est à travers les histoires que nous racontons. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que j'étais tellement confiant quand j'ai vu la jeunesse devant moi pour dire que c'est à vous maintenant que nous nous adressons pour dire comment est-ce que désormais les histoires que vous racontez tiennent compte de votre environnement. Parce que j'ai toujours vu des films qu'on m'a proposé ou des scénarios qu'on m'a toujours proposé. Et quand tu vois la manière dont le jeune veut raconter, c'est qu'il est souvent à l'occidental. Très simple. Il veut voir ses acteurs en train de faire des cascades. Il veut voir ses acteurs en train de porter les meilleures vestes. J'ai dit, qu'est-ce que cela t'apporte? On ne dit pas non, on n'a rien contre. Mais est-ce que tu as fini d'épuiser ce qui est ici avant d'aller ailleurs? Et je suis sûr d'une chose, ce sont les images venues d'ailleurs qui nous ont influencés. Et aujourd'hui, vous qui avez la charge d'écrire l'histoire de l'Afrique, autrement, vous avez cette responsabilité de restituer ce que j'appelle un certain nombre de réalités. Et on doit le reconnaître, le sentir de manière très claire dans votre manière de raconter vos histoires. Et c'est très important. Si nous ratons ce niveau de débat, ça veut dire qu'on a tout raté dans le cinéma ou dans la valorisation du patrimoine africain à l'écran.
Et je voudrais vous inviter, si je vais faire court pour le moment, je voudrais vous inviter à vous demander vous-même, les histoires que je raconte tiennent compte de quoi? Quels sont les éléments que je mets dedans et qui sont déjà directement liés à mon environnement? Que ce soit l'environnement immédiat au Bénin et que l'environnement au plan africain, qu'est-ce que je raconte? Parce que c'est là le débat. Hein? Si on veut valoriser le patrimoine à l'écran, c'est là le débat. Qu'est-ce que nous racontons chaque fois? Et je voudrais vous inviter vraiment à cet exercice et vous dire que désormais de regarder les choses de plus près et de ne plus les regarder de plus loin. Je vous remercie. Pour ma part, si je vais rebondir un peu sur ce que mes prédécesseurs ont dit, parce que pour moi, le cinéma est un outil puissant d'information, de sensibilisation et de formation. Parce que quand on veut porter une information au public, aujourd'hui les gens ne lisent plus. Nous avons l'Internet qui est là aujourd'hui. Même si quelqu'un n'a pas sa télévision, il peut toutefois regarder les films sur son téléphone. Donc, ce qui veut dire que par les images, nous pouvons faire passer tous les messages que nous voulons. Le Bénin est très riche en culture, que ce soit le patrimoine matériel et immatériel. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. J'avoue que malheureusement, moi, ma génération a échoué dans ce sens. Nous n'avons pas su porter notre histoire culturelle à l'écran. Parce qu'en notre temps, on n'a pas eu des gens qui nous ont inculqué notre culture, notre patrimoine, que ce soit matériel ou immatériel. J'avoue que parlant des expériences personnelles en matière de production, j'ai juste travaillé sur un film avec Sylvestre Amoussou, L'Orage africain, mais ça ne parle pas trop de la culture béninoise, mais ça, il a valorisé quand même à travers ce film notre mode vestimentaire. Et après, j'ai travaillé sur un autre film, un docu-fiction, qui malheureusement, je ressentais une fierté d'avoir travaillé sur ce projet. Mais au même moment, je me dis c'est une honte. C'est une honte. Pourquoi? Parce que ce sont les Anglais qui sont venus me faire découvrir ce que c'est que les agodiers. Je crois le mercredi passé, quand j'ai regardé les deux films que les étudiants ont fait. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que j'ai appris à travers ce film. Et je remercie l'INMAC pour ce travail qu'il est en train de faire. Et que j'espère que le travail va perdurer et que vous saurez capter la quintessence et la valeur de ce que l'INMAC vous apporte. Parce que vous êtes demain, vous serez demain les porteurs de nos voix en matière de patrimoine et d'archéologie. Nous avons beaucoup à raconter là-dessus, mais malheureusement, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai juste fait le peu que j'ai fait en matière de patrimoine culturel. Il n'y a pas assez de films là-dessus, on n'en a pas. Et j'aime mal aussi parce qu'on n'a pas d'archives qui racontent nos histoires. On n'a pas d'archives qui racontent notre histoire. Quand je prends le village souterrain de Boïcon, quand j'ai appris cette histoire, j'ai regardé, Docteur Soubérou, si vous pouvez faire quelque chose pour restaurer ce site, ce serait génial. Parce que si le site n'est pas restauré, on ne peut pas faire un documentaire là-dessus. Parce que l'état dans lequel c'est, j'ai voulu tourner là, mais j'ai eu honte. Parce que je ne peux pas montrer mon pays avec ça. Parce que c'est un site qui est véritablement à valoriser. Il y en a également à Bonmé. J'ai tourné quand je faisais The Woman Warriors. J'ai vu des sites où il y a des guerriers. On creusait, j'ai vu les trous qui étaient là. Et puis se réfugiaient dedans. J'ai oublié le nom du site malheureusement. Il paraît que j'ai épuisé mes minutes. Je passe le micro au docteur. La lecture de votre expérience, ce que vous pensez du lien entre le patrimoine et le cinéma. Merci beaucoup, cher professeur. Je pense que les collègues qui
ont pris la parole avant moi, ont dit des choses très très intéressantes. Et je ne vais pas les répéter, mais je vais faire une petite synthèse et rebondir sur des aspects qui n'ont peut-être pas encore été abordés. Et il faut, quand on prend les deux notions les plus importantes dans la formulation, patrimoine et puis cinéma, je pense que l'un est au service de l'autre, ou l'un constitue la première ressource ou une ressource pour, en tout cas, le patrimoine ou la culture constitue une ressource importante pour le cinéma. Et dans un contexte où nous savons que les grands veulent être encore plus grands en imposant leur influence à travers la diffusion des images, des réalités de chez eux, nous avons tout intérêt à produire et à mettre en valeur ce que nous avons, qui nous particularise, qui nous spécifie. Donc, le Bénin, pour certains, c'est un petit pays. Moi, je m'inscris, généralement, je dis non. Le Bénin n'est pas petit, parce que quand vous regardez la taille du pays, sur les 200 pays qui sont inscrits aux Nations Unies, nous sommes dans le premier peloton de tête. Donc, nous occupons... nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans les 100 derniers. Donc, c'est relatif en termes de superficie de dire qu'un pays est petit. Mais en termes de diversité, tout le monde l'a dit, nous avons aussi bien un patrimoine matériel, qu'il soit mobilier ou mobilier. Nous avons un patrimoine culturel immatériel très dense, très diversifié, très riche. Et aujourd'hui, le cinéma est une vraie opportunité pour nous pour d'abord sauvegarder ce patrimoine. Pourquoi? Parce que pour valoriser quelque chose, je fais un lien avec le sujet, pour valoriser quelque chose, il faut d'abord le connaître. Et donc, il faut un travail d'inventaire pour savoir ce que nous avons en termes de patrimoine, qu'il soit mobilier, immobilier ou immatériel. Donc, et après ce travail, il faut effectivement documenter. Et documenter, c'est produire toutes les informations nécessaires qui permettent de bien reconnaître ce bien ou cet élément. Et le cinéma est un outil enfin de sauvegarde. Donc, parce que quand on a fait tout ce travail, il faut que les données produites puissent exister quelque part. Et nous avons la chance, aujourd'hui, les écrans sont partout. On n'a plus forcément besoin de gros moyens pour faire du cinéma ou faire de l'audiovisuel. Même avec un téléphone portable, on peut déjà commencer. Évidemment, pour les professionnels, il y a un peu plus d'exigences en termes de technique, en termes de matériel, en termes de style et de stratégie. Mais l'un dans l'autre, nous avons aujourd'hui une obligation en tant que pays, en tant que nation, et c'est ce pays, avec ces différentes composantes, donc je veux parler des grands groupes socio-culturels, socio-démographiques, nous avons l'obligation de pouvoir saisir ce que nous avons d'important et de le montrer, parce que ça va juste enrichir cette diversité dont le monde a besoin. La diversité n'est pas un problème, au contraire, c'est une richesse, c'est une solution. Et donc, l'audiovisuel, le cinéma, est un puissant outil pour nous permettre également d'apporter notre contribution à l'universel. Et comme l'a dit Aimé Césaire, il y a deux manières de se perdre, soit par dilution dans l'universel ou par ségrégation murée dans le particulier. Alors, ce que nous avons à faire pour justement éviter d'être dissous dans l'universel, dans tout ce que tout le monde fait, ou de nous enfermer, c'est justement de produire pour que quand aujourd'hui les gens vont sur Internet, ils font des recherches, ou bien quand ils visitent, ils vont dans les salles de cinéma, qu'ils puissent également découvrir des réalités culturelles et patrimoniales de chez nous. Voilà ce que je dis. Merci. Quels sont les éléments du patrimoine culturel béninois si riches, si variés? Quel sujet conseille à la jeune génération qui a tout à construire, vous les avez mis au devant de la scène, vous êtes défaussé sur eux, nous avons tous ces choses, vous avez dit que c'est eux qui ont tout à construire. Et si vous deviez suggérer des réalités culturelles, des sites culturels à porter à l'écran, lesquels suggérez-vous?
Merci. C'est vrai que j'ai dit que ma génération a échoué, mais j'ai dit tout n'est pas encore perdu. Parce qu'on peut encore, mais ce sont eux les flambeaux de demain. Si je dois suggérer des patrimoines culturels sur lesquels vous pouvez travailler, je prends l'histoire de Hogbonou. On a tout le temps vu des histoires, des films sur le roi Béhanzin. On n'a jamais eu de film ni d'histoire sur peut-être le roi Glélé. On n'en a pas eu sur le roi Tofa. On n'en a pas eu sur les 13 dynasties de Porte-Novo, du royaume de Porte-Novo, parce qu'il y avait bel et bien eu un royaume à Porte-Novo. Donc, il y a cette histoire qui est là, qu'on n'en a pas du tout parlé, dont vous pouviez puiser. Il y a le Romain. Le Romain, c'est le palais royal de Porte-Novo. Et après ce palais royal de Porte-Novo, il y a le palais royal du roi d'Elopon qui est encore là, quelque part, parce que, évidemment, je suis descendante de ce roi d'Elopon. Donc, j'ai été quand même à la source. J'ai demandé à mon père de me conter un peu mon histoire. Ça a été fait, c'est vrai. Mais je n'ai jamais sorti le film, justement, parce que je ne suis pas documentariste. Je ne m'approprie pas la compétence que je n'ai pas. Mais je tiens à ce que cette histoire soit racontée un jour. Ça fait un, de deux. Nous avons quand même une histoire sur le Ganvier, le village lacustre de Ganvier. Ganvier n'est pas apparu comme ça, juste du jour au lendemain. Il y a bel et bien une histoire derrière Ganvier. Nous avons le Nord, le Grand Nord. Il y a tellement d'histoires racontées pour le Nord. On n'en a pas. On n'a pas d'écrit là-dessus. Peut-être on a des écrits, mais on n'a pas un film là-dessus. Tous les films historiques que nous faisons, c'est surtout Abomey. Quelquefois, on parle de Ouida, mais en bribes. On n'a pas réellement une histoire non plus écrite sur Ouida, qui est quand même une ville touristique et qui est aussi une ville historique, Ouida, si on veut parler de l'esclavage. Ouida, c'est une ville historique parce que Ouida a participé activement à ce commerce d'esclaves. Mais si on veut le raconter, moi je dis souvent quelque chose, racontons notre histoire du point de vue positif. C'est hyper important. Le blanc a toujours peint les noirs comme ils veulent, en négativité, mais c'est à nous aujourd'hui de réécrire notre histoire. Et notre histoire, si nous devons le réécrire, nous devons le réécrire positivement. Quand je prends Tassi Rangbe, les Blancs n'ont jamais fait ressortir l'histoire de cette brave Amazone. On a appris ça plus tard. Et ça me fait mal que ce soit les Américains qui ont fait Pheromone King. Normalement, c'est à nous de raconter notre histoire. Et ils l'ont raconté comment cette histoire. Ils l'ont mal raconté, très mal raconté d'ailleurs. Donc, il y a l'histoire de Tassi Rangbe qui peut être encore reprise par les Béninois pour les Béninois. Parce que moi, je dis souvent quelque chose, nous faisons quel genre de film? Nous faisons un film pour quel public? Donc pour moi, il faut désormais que nous commençons par faire des films pour les Béninois et par les Béninois. Parce que je sais que nous avons ces compétences-là au Bénin qui peuvent faire de très grands films et de très beaux films. Donc, il y a ça, il y a aussi la légende du Fa. Je ne m'y connais pas, c'est vrai. Il y a la légende du Fa qui est là, mais j'essaie d'aller à la source, j'essaie d'apprendre, je continue d'apprendre. Il y a la légende du Fa, les 256 signes du Fa, qui sont rien que des légendes, et que nous pouvons nous les approprier et écrire des belles histoires autour pour raconter au monde entier ce que c'est que notre spiritualité. Merci. Merci, Madame Alésienne Sophie. Je vais demander à mon voisin ici, selon vous, quels sont les éléments du patrimoine dans l'œuvre culturelle Barthonou qu'il est important de faire porter à l'écran pour la préservation? Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, professeur. Et je pense que ça va être vraiment difficile. Un seul, je peux peut-être lister quelques éléments.
qui peuvent faire objet de projets de films. Tout à l'heure, j'ai parlé des griots. Et quand on parle de griots à Niki, j'ai dit qu'il y avait plusieurs catégories de griots. Il y a les griots qui utilisent des trompettes, il y en a qui utilisent les tam-tams, il y en a qui n'ont pas de trompette, qui n'ont pas de tam-tam, ils n'ont que leur bouche pour magnifier les princes et autres notables. Alors, on peut également parler de la Gani, parce que la Gani, c'est d'abord une fête identitaire. Cette fête identitaire a traversé plusieurs générations et continue encore d'exister. L'histoire des tambours sacrés. Les tambours sacrés, ce sont des éléments qui marquent vraiment l'essence même de la Gani. Parce que ces tambours représentent toute la force, la puissance de l'empire de Niki. On peut essayer de chercher à savoir qui a fabriqué ces tambours et quelle est l'origine de ces tambours, pourquoi ces tambours, pour annoncer la fête de la Gani, parce que sans la sortie des tambours sacrés, on ne peut pas parler de la Gani. Et même quand l'empereur décède, c'est d'abord cet tambour-là qui annonce le décès de l'empereur, de Niki. Et même la reine-mère, il y a 3 autorités qui détiennent ou qui ont la gestion du pouvoir traditionnel à Niki. C'est le premier ministre qui s'appelle Sinadunwiru, la reine-mère, la Nyonkongi et enfin l'empereur, le Sinaboko, pour dire c'est le chef suprême des rois. Chef suprême des rois parce que son territoire de règne couvre plusieurs localités du Bénin, du Nigeria, du Niger, du Ghana, du Burkina Faso. Donc on peut chercher à savoir. Alors, professeur, pour revenir, chers amis, sur déjà notre patrimoine. Moi, pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers l'émission 100% Cinéma, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'éléments, il n'y avait pas un répertoire qui présente les patrimoines de nos localités, de nos communes. Alors, j'ai pensé une émission que j'ai dénommée Histoire d'ici. Ça fait déjà, je crois, 6 ans que j'anime cette émission. Certains ici à l'université ont eu la chance d'être reçus dans cette émission. C'est Histoire d'ici. Et cette émission va à la rencontre des communautés autochtones. Parce qu'aujourd'hui, si on veut s'en tenir juste à ce qui a été écrit par les scientifiques, par les occidentaux, on ne peut pas vraiment avoir la vraie histoire. Donc, pour avoir la vraie histoire, il faut aller à la source auprès des communautés pour interroger d'où est parti ce peuple qui est désormais ici, le peuple par exemple, le peuple d'Idacha, d'où est-ce qu'ils sont venus, qu'est-ce qui fait les forces, comment devient-on Omodjagoun, ainsi de suite. C'est des réalités qu'il faut chercher à savoir et ça permet de nourrir en tant que réalisateur cinéaste votre projet, vos idées. Et cela vous permet tout simplement d'avoir des éléments. Alors, avec cette émission, j'ai pu parcourir un peu plusieurs localités du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour avoir les communautés. Et quand on parle de ces communautés-là, il y a plusieurs subdivisions, il y a plusieurs castes. Il y a ceux-là qui sont les patrons dans ces communautés, les chefs. Il y a ceux-là qui travaillent pour d'autres. Il y a ceux-là qui sont spécialisés dans la fabrication des outils de développement de la vie. Donc, avec cette émission, j'ai pu, un tant soit peu, découvrir plusieurs choses qu'on ne savait pas. Et pour cela, je sais que, plusieurs radios, ils peuvent peut-être, il y en a peut-être qui sont une fois tombés sur cette émission, je ne sais pas, mais cette émission continue. Et ça passe les vendredis à 15h30 et la rediffusion, c'est dimanche à 13h35. Donc, avec cette émission, je crois que, pour ceux qui suivent, il y en a qui me contactent, ils veulent savoir plus sur ce qui a été fait. Parce qu'en une seule émission, on ne peut pas tout dire. Donc, on dit juste l'essentiel. Et ceux qui ont envie d'approfondir, de pousser leur curiosité, ils vont là-bas pour s'informer davantage. Alors, professeur, si vous permettez une minute, mais il y a une autre émission. Parce qu'on s'est toujours rendu compte qu'il n'y a pas d'éléments qui valorisent nos patrimoines, nos richesses culturelles, tout ce que nous avons comme attrait touristique. Alors, pendant les vacances, je me suis dit, on reste à la maison. Il y en a qui n'ont pas de moyens pour voyager, il y en a qui restent.
j'ai pensé une autre émission pour les vacances que j'ai intitulée « Mes vacances dans ta localité ». Alors, c'est moi, je voyage pour vous, auditeurs, et je vais découvrir tout ce qui tourne autour du patrimoine, tout ce qui tourne autour de nos réalités, de nos valeurs identitaires endogènes. Alors, cette émission me conduit vers les communautés pour chercher à savoir, par exemple, je vais à Boycon, qu'est-ce qui fait la particularité de Boycon en termes d'éléments touristiques, éléments culturels, éléments gastronomiques, et tout ça à travers des capsules que nous diffusons et nous mettons les communes en compétition. Et la meilleure commune, à travers bien sûr les votes des auditeurs, part avec plusieurs lots. Il y a des cadeaux et c'est la commune qui gagne ces cadeaux, et en plus des productions que nous réalisons pour cette commune-là. Alors c'est pour susciter un peu l'envie et le désir au niveau des communes de mettre en lumière tout ce qu'il y a comme potentialité touristique, culturelle au niveau de ces communes, de ces localités. Donc je pense que Niki, il y a tellement de choses à découvrir, et avec le festival, présentement c'est encore ouvert, vous avez la possibilité de participer. Il y a un lien qui est disponible. Si vous postulez, vous êtes retenu, vous pouvez participer et aller au contact de ces communautés-là pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'aire culturelle de Bartonou. Quand on parle de Niki, c'est la capitale du peuple Bartonou, un peu partout au Bénin et au Nigeria. Merci. À ma connaissance, non, il n'y a pas encore eu un film qui ait comme sujet principal un musée du Bénin. Et certainement qu'au niveau des... il y a des reportages, des documentaires au niveau des télévisions qui ont abordé certainement des aspects de ces institutions qui sont très importantes aujourd'hui en tout cas. Mais il faut dire que quand on regarde la dynamique, comme vous l'évoquez, depuis un certain nombre d'années, depuis 2016 précisément, il y a un certain engagement, une certaine volonté de nous positionner vraiment comme un pays phare en matière de patrimoine et de culture. Et ne serait-ce qu'à travers la restitution des biens culturels, il y a des objets emblématiques qui ont fait le tour du monde, qui retiennent l'attention. Quand on évoque les statues zoomorphes des rois Glélé ou Béhanzin, le trône des différents souverains de cette partie de notre pays, c'est des images qui voyagent et qui vraiment attirent et font parler du Bénin partout dans le monde. Je pense que c'est une excellente chose. Et dans le même temps, après la restitution, on a vu l'exposition, notamment le volet contemporain de cet art-là, qui a voyagé énormément, qui a été au Maroc, qui a été en Guadeloupe après, ou en Martinique, et après, tout récemment, à la Conciergerie à Paris. Et tout cela met en valeur la créativité, la culture, le patrimoine de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de la dynamique des différents projets? Évidemment, si on prend le cas spécifique du musée d'histoire d'Abomey qui est appelé à ne plus exister pour laisser place au futur musée des rois et des Amazones du Dahomey, le site qui abrite ce musée est en lui-même un élément important de notre patrimoine et qui a fait l'objet de travaux des archéologues, qu'ils soient béninois ou d'autres nationalités. Je voudrais rendre hommage au professeur Didier Nda qui travaille sans désemparer avec ces différentes équipes, je vais dire, pour continuer à connaître, parce que par le passé, c'était pas autorisé même et facile de faire des fouilles sur un tel site, compte tenu de la spécificité, parce que vous savez, il y a des choses dans un royaume qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas, et en fouillant, on risque de tomber sur ces choses-là. Donc c'est un peu une difficulté pour les archéologues de faire ce travail-là. Mais je pense que le professeur Nda et ses équipes sont déterminés et essayent de faire ce qu'ils peuvent. Alors pour revenir à comment concevoir des films, je pense qu'aujourd'hui, il faut, nous commençons à nous approprier de ce que nous avons de plus cher de nos patrimoines. Et je pense que quand on rentre dans Porto Novo, par exemple, on voit le musée international de Vaudou en construction. Et pour ceux qui sont un peu curieux, ils voient déjà l'architecture qui peut interpeller, qui peut les intéresser. Qu'est-ce que c'est et quelle est la symbolique de ce bâtiment?
c'est en soi déjà un sujet de curiosité pour nous-mêmes et pour les autres. Quand vous prenez également à Ouidah, vous avez le Musée international de la mémoire et de l'esclavage qui s'inscrit dans une dynamique de développement de territoire, parce qu'il n'y a pas que le musée qui est construit, vous avez d'autres infrastructures patrimoniales et culturelles qui sont mises en valeur, et vous avez donc des sujets à travers chacune de ces institutions, de ces infrastructures. Comment faire pour montrer, pour justement mettre en lumière quel outil est le mieux placé pour justement montrer ce que nous avons, ce que nous faisons? C'est encore les images, l'audiovisuel, le cinéma de façon générale. Donc, moi, je me réjouis, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus besoin de gros moyens pour faire des choses vraiment formidables. Rien qu'avec un téléphone portable, chacun, en respectant bien sûr les tests de la République, peut mettre en valeur le patrimoine. Et il y a des initiatives que moi j'apprécie, qui sont de petites initiatives, qui peut-être s'éloignent un peu de la question que vous m'avez posée, mais je tenais quand même à en parler. Vous allez voir sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, vous allez voir plein de gens qui font de petits posts, de petits podcasts sur les panégyriques claniques, et chacun essaie de montrer la beauté de son panégyrique. Qu'on soit d'Abomey, de Porto Novo, d'Alada, en tout cas, les gens essaient de montrer et toute la fierté qu'ils ont à dire, moi je suis de tel groupe socio-culturel, je suis de... Et c'est beau, on voit la poésie, toute la charge que ces éléments de notre patrimoine culturel immatériel véhiculent, on peut les avoir et c'est disponible. Maintenant, évidemment, dans le cadre des actions publiques, il faut effectivement réfléchir à avoir des films institutionnels et avoir des professionnels qui travaillent justement à produire des documents audiovisuels et cinématographiques de qualité pour montrer la richesse de ce patrimoine, que ce soit les objets, mais ce que nous avons, il n'est pas dans notre intérêt de rivaliser avec qui que ce soit, mais juste de dire qui nous sommes. Et quand on regarde nos histoires, que ce soit nos danses, que ce soit les chansons, que ce soit en regardant nos croyances, spiritualités, vous avez énormément de choses que nous pouvons dire au monde en montrant juste qui nous sommes et en faisant ce que nous faisons et en continuant à le faire bien. Merci, professeur. Quel est l'état de la conservation du patrimoine filmique béninois, puisque le patrimoine peut être promu par le film, mais il doit être lui-même conservé pour servir de modèle pour la postérité. Qu'est-ce que vous en savez? Merci, je pense que ce n'est pas un problème, ça, que ce pan que vous voulez aborder, c'est un véritable challenge pour tous les États africains aujourd'hui. Et quand on revient au Bénin, et plus précisément sur des films qui, quand même, nous ont parlé, j'avoue sincèrement, parce que je ne dirai pas des choses qui ne sont pas vérifiées, j'avoue sincèrement que je sais qu'il y a eu des efforts personnels, individuels de certains réalisateurs qui ont essayé de restaurer, puisque le support ou les supports qui ont servi à produire ces films il y a quelques années ne sont plus d'actualité. Ils étaient obligés d'aller chercher les moyens pour pouvoir la reconstituer afin de pouvoir garder la mémoire pour la postérité. Et ça, je sais que je voudrais beaucoup plus parler du doyen François Okio, qui a fait ce travail. Mais déjà dans le même temps, je voyais même ce même combat au niveau africain, parce que quand j'étais dans plusieurs forats, que nous avons une difficulté pour pouvoir restaurer et archiver et conserver pour la postérité nos patrimoines filmiques, comme vous l'avez dit. Et il y a des efforts qui se font au niveau africain avec l'UNESCO, ce que je sais, et qui sont encouragés. Mais malheureusement, combien de personnes le savent au Bénin pour rentrer dans la dynamique ou rentrer dans le circuit pour pouvoir sauvegarder ces films? Honnêtement, je n'en sais pas, et je crois que c'est le moment d'inviter les réalisateurs à ne plus seulement se contenter de films qu'ils ont produits,
mais de dire comment est-ce que je peux le sauver pour la postérité, parce que ce film peut servir de modèle, peut servir d'exemple pour la jeune génération et à faire plusieurs d'autres choses. Et si vous me permettez, je voudrais faire un parallèle en interpellant toujours la jeune génération pour dire c'est un défi aujourd'hui pour vous de rebondir là où, je ne veux pas dire là où les gens ont échoué, puisque les aînés ou les générations qui se sont succédées ont travaillé avec les moyens qu'ils ont eus à l'époque, avec les informations dont ils disposent. Aujourd'hui qu'il y a le numérique, aujourd'hui que tout est à notre portée, qu'est-ce que nous en faisons véritablement? Et c'est là où je voudrais interpeller la jeunesse à ne pas passer tout le temps sur des TikTok oiselés, des TikTok qui ne disent rien, passer leur journée à dire bonjour, à faire des petits cœurs, mais de prendre les petits mots qu'ils utilisent inutilement pour pouvoir mieux les utiliser pour des choses à des fins qui les profitent eux-mêmes. Parce que ce que nous ne savons pas, les autres qui ont créé, ils sont un peu plus en avance sur nous, ne sommes pas encore conscients de notre retard et de notre art, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, beaucoup de films, je vous dis, beaucoup de films sont morts. Ils n'ont même pas connu le jour avant de mourir, ils sont morts parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif pour les préserver et ça se détériore. Je vais interpeller peut-être les organisateurs pour dire, tout ce qui se fait aussi aujourd'hui, c'est une invite pour que ce qui se dit de part et d'autre constitue aussi des sujets de réflexion. Des sujets de réflexion à travers tout ce que nous pouvons encore sécuriser pour pouvoir mieux orienter la jeune génération. À travers le répertoring, faire le répertoire de tous les sites, si vous voulez, mettre à disposition de la jeunesse qui doit aussi aller à la recherche, parce que justement, j'ai compris que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus faire beaucoup d'efforts, on veut se contenter de quelques 2 ou 3 trucs sur Internet et puis on commence ailleurs. Pour aborder un film, pour aborder un sujet, il faut de la recherche. Il faut que tout cela participe aujourd'hui, que ce festival soit un festival vraiment thématique et qui a dit déjà au début, cinéma et science, que les deux soient vraiment indissociables, afin de permettre déjà à la formation de nos jeunes générations, comment est-ce qu'ils peuvent aborder les sujets à la sortie ou à la fin de leur formation. C'est très important pour moi parce que si aujourd'hui nous ratons encore le coach au niveau de l'apprentissage, ça veut dire que demain tout est foutu. Merci. Vous gardez la parole pour dire... Vous gardez le micro pour dire votre dernier mot de cette table ronde qui va s'achever dans les prochaines minutes. Non, je ne dirai pas mon dernier mot. Je vais ajouter juste un petit mot. Parce que mon dernier mot, ça reste encore beaucoup. Je vais passer, comme je le dis aux gens, j'aurai au moins... En tout cas, je ne vais pas le dire ici. Ce n'est pas mon dernier mot. Ce que je voudrais nous inviter à faire, et ça, j'invite les organisateurs de l'université à prendre très, très au sérieux ce creuset qui vient d'être, ou cette institution qui vient d'être mise en place et qui constitue, je dis, un terrain d'apprentissage pour nos enfants. Je reviens, je dis, il ne faudrait pas qu'on vienne faire des panels pour des panels. Je dis, tout ce qui va être dit ici doit être capitalisé pour que désormais, que ce soit acteur culturel comme celui du cinéma, qu'on puisse les recadrer déjà au niveau de leur formation. Et quand j'interpelle les cinéastes, je dis les jeunes que vous avez devant vous, j'ai constaté qu'ils sont tous votés dans les fauteuils, ils ne prennent même pas note. Ils ne prennent même pas note, de conscience sont dans leur portable, ils ne prennent même pas note. Moi, je pense que les histoires que vous aurez à raconter demain, si ces histoires ne tiennent pas compte de votre réalité, c'est que vous avez échoué. Et c'est pourquoi souvent quand je lis les histoires comme on ramène, je dis, ça tient compte de quoi? Et des fois, ils sont même capables de dire même ce à quoi cela tient compte, parce que justement, ils ne savent pas. Ils ont vu quelque chose quelque part, ils ont copié, et ils ont juste enlevé quelques 2 ou 3 virgules. Vous êtes interpellés aujourd'hui à raconter les histoires qui vous ressemblent. Travaillez sur vos langues. Vous ne devez pas avoir de complexe à travers vos langues, parce que c'est un outil très puissant.
Et je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me présenter son scénario en langue batonou, en langue d'Indi Bariba ou même en langue Goufon. Travaillez sur vos langues. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de doubler les films dans plusieurs langues. Et je crois que c'est ça que les Chinois font, ils sont en avance sur nous. Qu'on le veuille ou non, on est obligé de les aimer comme ça. Je vous remercie. Je pense qu'il y a des organismes qui aujourd'hui travaillent à mieux sauvegarder, à mieux prendre soin de tout ce qu'il y a comme production. Il y a l'INA, qu'on connaît très bien, qui est l'organisme mondialement reconnu, surtout en Afrique francophone, qui essaie d'archiver tout ce qui est œuvre audiovisuelle cinéma. Il y a également l'OIF, qui est cette organisation-là, qui réunit les pays francophones et qui essaie aussi de sauvegarder tout ce qui est produit qui touche à l'Afrique francophone. Alors, parlant du film Sous le signe du vaudou de Pascal Abikanlou, ce film existe bien, il est en ligne. Pour ceux qui souhaitent, peut-être je vais partager le lien. Je pense que le professeur Dorothée Deyon doit avoir bien ce film-là. Ça existe, il y a au niveau de la cinémathèque, ce film existe et vous pouvez le voir en ligne et apprécier tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en valeur. Et il y a également, j'ai eu la chance, j'étais à la bibliothèque de l'Institut français, je suis tombé sur le scénario du premier long métrage béninois, qui est bien sûr Sous le signe du vaudou. Donc le scénario, tout a été mis sous forme de livre. Vous voyez la façon dont le réalisateur, le scénariste, a présenté son scénario, tout est mis dans le livre et vous avez donc la possibilité. Le problème, c'est que vous ne fréquentez pas ces centres de documentation. C'est ce qui a fait que, bien malheureusement, on n'arrive pas à découvrir ces choses. Il y a également un autre livre que j'ai pu découvrir au niveau de l'Institut français, c'est le cinéma africain de A à Z. Vous avez là les réalisateurs, tous ceux-là qui, à travers bien sûr le cinéma blanc-noir, ont commencé par parler de l'Afrique, par parler de patrimoine, par parler de tout ce qui touche au continent africain. Il y a le cinéma africain, un continent à la recherche de son propre regard. C'est des livres qui existent. Il y a histoire et cinéma. C'est quel pan peut-on faire, quel lien peut-on faire entre le cinéma et l'histoire. C'est très important. Fréquentez ces centres et vous allez pouvoir profiter de ces œuvres-là qui existent. Alors, en termes de narratif aujourd'hui, sur le patrimoine, nous devons changer un peu les choses. Ce n'est pas parce qu'on doit raconter nos histoires, ce n'est pas parce que nous devons parler de nous que nous allons rejeter complètement ce que les autres font. Non. L'interculturalité, la mondialisation, la globalisation souhaitent vraiment que nous puissions travailler sur ce que nous avons et en même temps nous rapprocher de ce que les autres ont. Donc, une synergie d'action, ça va faciliter les choses. Parce que quel film d'action nous pouvons faire plus que les Chinois, les Japonais, les Coréens? Est-ce qu'il y en a? Quel film d'action on peut faire plus que Nollywood, Hollywood, etc.? Ce n'est pas possible. Quel film on peut faire, série, plus que Mexique, ainsi de suite? Ce n'est pas possible. Alors, racontons nos histoires et trouvons ce que nous pouvons tirer des autres, je dirais, des autres communautés, des autres peuples pour arriver à valoriser vraiment notre patrimoine. Alors, je vais finir très rapidement. On parle de séries. Il y a certaines séries qui ont disparu. Il y a Aziza, par exemple, qu'on a vu. C'est une série télé. Mais aujourd'hui, ça n'existe nulle part. Ça a disparu, complètement disparu. Certains ici n'ont pas eu la chance de connaître cette série-là, mais plus rien, il n'y a plus de traces. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je voudrais remercier le professeur Dorothée Deyon, mes aînés ici et tous ceux-là qui ont été là pour un temps soit peu partager ces moments. C'est vrai, ce n'est pas des moments où on vient présenter tout ce qu'on a pu avoir en termes d'expérience, mais c'est des moments où on essaie d'ouvrir un peu les brèches pour que voilà, chacun puisse se poser des questions, qu'est-ce qui reste à faire et comment on doit le faire pour que cela puisse vraiment profiter à la nation. Merci. Pour conclure ce moment d'échange, je voudrais juste dire que le cinéma et l'audiovisuel constituent
une grande opportunité pour le patrimoine en général. Et nous devons, quelles que soient nos positions, faire l'effort de pouvoir utiliser ces outils et ces médias pour pouvoir saisir, capter, documenter tout ce que nous avons comme richesse patrimoniale et culturelle. Il y va de notre survie dans la grande communauté humaine, parce que 7 milliards d'hommes sur la Terre, nous ne sommes que 13 millions. Et comment exister si nous ne laissons pas des traces? Nous avons la chance d'avoir cette richesse-là dont tout le monde parle. Nous devons faire en sorte que nous puissions, et la jeunesse est vraiment une force pour les pays africains en général, parce que c'est là où tout se joue en termes de population, de consommation, mais en même temps en termes d'acteurs pour créer le développement. Et nous avons intérêt tous à faire en sorte que ce que nous chérissons tous, que nous puissions le valoriser. Et par la formation, par la curiosité, comme les gens l'ont dit, nous pouvons rivaliser avec les pays les plus puissants, ceux qui ont des milliards de milliards, même si nous n'avons que quelques millions. Si on est intelligent et on fait appel à l'innovation, nous allons nous en sortir. Je vous remercie. Votre dernier mot pour ce panel. Tout ce que je peux dire pour la relève, c'est beaucoup lire et faire beaucoup de recherches. Je vais revenir un peu sur ce que mon frère Amédou Saka a dit. Quand moi je faisais Cité-Cible dans mes recherches, j'ai été à la SRTB et il y a bel et bien des archives de Aziza. Aziza, j'ai vu cette série quand j'étais toute petite et je crois que ça fait partie de l'élément déclencheur qui m'a poussé à faire ce métier. Donc, à l'OACTB, je crois au département archives, ils ont encore quelques épisodes de Aziza. Donc, si ça vous intéresse, allez-y et discutez avec M. Tito, ou si vous voulez, je vous mets en contact avec lui. Vous pouvez avoir quelques épisodes. Il y a aussi Ironou, qui est un film du doyen François Okio, qui est un monument pour nous, un exemple pour nous, et un héros du cinéma béninois, si je peux dire. Il est encore vivant, il est à Dassar. Si vous voulez avoir des connaissances, il faut prendre contact avec ce monsieur aussi. Personnellement, il m'a beaucoup apporté. Approchez-vous de vos aînés, faites beaucoup de recherches et je vous dis, lisez, parce qu'il y a plein de choses qui se cachent dans les livres qu'on ne vous dira jamais, j'ai dit. Je tiens à dire que le lien entre cinéma et patrimoine, vous l'avez tous entendu, hein, il est visible, il est actif, il est important, il est intéressant. Mais je tiens aussi à ajouter que la conservation de notre patrimoine filmique est très importante. Même s'il y a des actions individuelles et peut-être collectives qui bourgeonnent, c'est important de le poursuivre. Parce que je me rappelle, par exemple, quand, pour fêter le 50e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance, on est allé chercher la voix de feu président Hubert Koutoukou-Manga à l'Institut national de l'audiovisuel en France. Il me semble que c'est une petite honte. Donc, autant que nous sommes, chacun dans son rôle, doit travailler pour que le patrimoine filmique ou en production puisse être conservé pour que l'on n'ait plus des camouflets de ce genre. Donc, je vais vous remercier pour avoir suivi avec intérêt tout ce panel et vous demander de bien vouloir applaudir fortement pour ceux qui l'ont animé. Merci.